Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et comme vous êtes en train de le voir, aujourd'hui on va voir le texte de lecture que je vous ai demandé de préparer. Comment est-il mort? Le texte qui se trouve sur votre texte au collège, la page 75, d'accord? La séquence 3, dialogue et la page 75, donc étudier des textes. Et je vous ai demandé de le préparer et je vous ai dit que c'est un texte qui est tout petit, il n'y a pas vraiment de difficulté à le lire, à le faire. J'espère que c'est déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose une chose avant de continuer cette vidéo, avant de la voir jusqu'à la fin. Prenez quand même la peine vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez lire rapidement le texte. Vous allez prendre votre texte au collège, vous allez lire le texte. Ce n'est pas un texte qui va vous demander beaucoup de temps, vous allez le faire en 1 minute, pas plus. Donc vous allez lire le texte pour pouvoir suivre avec moi cette explication. Est-ce que dans ce texte, on va se concentrer ou bien l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'attirer votre attention sur un point important dans le théâtre. C'est quoi ce point? C'est l'importance de tout ce qui n'est pas verbal au théâtre. C'est-à-dire tout simplement que dans le théâtre, il y a le verbal et le non-verbal. Il y a les mots et les paroles prononcées par les personnages. Lorsque les personnages échangent les paroles, échangent les rôles, donc ils parlent ensemble, donc chaque personnage dit ce qu'il a à dire. Mais avec ces paroles, il y a un langage, un autre langage qui n'est pas dit. C'est un langage qu'on le voit autant que public, ou bien qu'on le lit autant que lecteur dans les didascalies. Et là, on vous montre ce que le personnage a fait. Ce sont les gestes faits par les personnages. Et ces gestes jouent un rôle très important dans la compréhension de l'histoire et surtout dans le fait de comprendre ce qui se produit, comment réagit le personnage, qu'est-ce qu'il fait. À travers les gestes, on sait est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est dérangé, est-ce qu'il est perturbé, est-ce qu'il est tout ce qu'il est en train de faire sans le dire, on le comprend à travers ce non-verbal, c'est-à-dire à travers les gestes. Donc les gestes quand même permettent de comprendre l'histoire du texte de théâtre mieux lorsqu'il est accompagné des paroles. Donc il y a toujours ce passage ou bien cette partie dite par les personnages, ce sont les paroles, mais il y a quand même aussi ce non-verbal, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas verbal, donc qui est vraiment très important à comprendre et à savoir dans le théâtre, d'accord? Et dans ce texte, on va quand même essayer de comprendre ce côté, ce langage qui est les gestes, parce qu'on est face, si vous l'avez lu, et je vous ai proposé de le lire, même si vous ne l'avez pas fait avant, donc je crois que vous avez suivi mon conseil, vous avez lu, donc vous avez constaté que dans ce petit texte, il y a pas mal de gestes faits par les personnages, surtout Peter Bruno qui n'arrive pas vraiment à répondre aux questions de la dame. Pourquoi? Tout simplement, vous l'avez compris dès le début de l'histoire. Donc, il s'agit de 2 personnages. Peter Bruno, aussi Hector, et le 3e personnage, Lady Earth. Et Peter Bruno se fait passer pour un noble espagnol auprès de la dame, tout simplement parce que ce sont 2 voleurs. Ils veulent la voler. Et la dame, qui croit vraiment qu'il est un noble espagnol, lui pose ou bien l'interroge sur le duc Miraflor et sur sa famille. Bien sûr, lui, il n'est pas un noble espagnol, donc il va vraiment hésiter ou bien il ne va pas trouver facilement ses réponses et on va le comprendre, pas à travers surtout ses mots, mais à travers ses gestes, à travers ce qu'il a
ce qu'il a fait comme geste, ce qui est montré dans le texte comme geste fait par ce personnage. D'accord? Donc le texte, il est là. Donc il est écrit par qui? C'est qui l'écrivain? L'écrivain, c'est Jean Anouilh. D'accord? Le texte est tiré de Bal, donc le bal des voleurs. Et bien sûr, les personnages, c'est déjà cité. C'est cité depuis le début du texte. Ce sont Hector, Peter Brono, qui sont deux voleurs, et Lady Earth. Et voilà, donc on passe directement à la première question. La première question, quels indices nous permettent de comprendre que Peter Brono ne sait pas quoi répondre à Lady Earth? Donc, il ne sait pas quoi répondre. Et pourquoi il ne sait pas quoi répondre? Tout simplement parce qu'il n'est pas le prétendu noble espagnol. Donc, il n'est pas ce noble qu'il veut que la dame croit qu'il est. D'accord? Donc, une fois il va commencer à l'interroger, il va quand même hésiter à répondre. Il ne saura pas vraiment quoi dire. Alors, quels sont les indices qui le montrent? Il y a plusieurs indices qui permettent de comprendre que Peter Brono ne sait pas quoi répondre à Lady Earth. D'accord? D'abord, l'expression de son visage. D'accord? L'expression de son visage, on le voit dans la ligne 9. Si on prend la ligne par exemple 9, lorsque la dame lui a posé la question, il a dit, dans la ligne 8, il a dit, dans la ligne 7, pardon, 7 et 8, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son trépas, c'est-à-dire la mort, sa mort. Parce que la dame lui a posé la question sur le duc Miraflor. Il a dit, comment est-il mort? Et lui, il doit normalement répondre. Si vous voyez la ligne 9, Lady Earth, oui. Et entre parenthèses, il y a une didascalie qui dit, il est affolé, il regarde Hector. Donc, il est affolé, c'est qui? C'est Peter Brono. D'accord? Il est affolé, il regarde Hector. Donc, il ne sait pas quoi dire. Il regarde son partenaire. Il regarde Hector comme quoi, possible que Hector va lui l'aider à répondre. D'accord? Donc, puis, dans la ligne suivante, qu'est-ce qu'il a dit? Peter Brono, si vous avez dans la ligne 10, il a dit eh bien, il est mort. Eh bien, il est mort. Et il y a 3 points de suspension. Alors, ces 3 points de suspension aussi, ils montrent qu'il hésite à répondre. Eh bien, il est mort. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il regarde Hector. Comment on le sait? À travers la didascalie qui suit. Il a dit, donc entre parenthèses, on a Hector lui mine un accident d'auto. Mais il ne comprend pas cela. Il ne comprend pas ce que Hector essaie de lui mimer. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, eh bien, il est mort, il regarde, voilà, il regarde, les 3 points de suspension montrent qu'il y a une hésitation à répondre, puisqu'il n'a pas compris ce que Hector lui a dit, donc il a dit, il est mort fou. C'est pas vraiment ce que l'autre personnage était en train de lui montrer à travers le mimique. Puis, si on prend la ligne de 9, donc puisque Hector, il n'arrive pas à lire les gestes d'Hector, donc il plonge dans le désarroi. Il n'arrive pas à savoir ce qu'il doit dire. D'accord? Aussi, ces hésitations, si on prend de la ligne 10 à la ligne 19, donc on voit, il y a plusieurs didascalies qui montrent que Hector essaie de lui montrer ce qu'il fait. Par exemple, si on prend la ligne 13, donc Peter Brono, la duchesse, il regarde Hector affolé, de la même façon. Donc, lorsque la dame lui a posé la question sur la duchesse, donc c'est le même problème. Donc, il ne connaît pas la duchesse, déjà, il ne connaît pas la duchesse, et il ne sait même pas comment elle est morte. D'accord? Donc, il regarde Hector encore une fois. Elle est morte
Lady a dit oui, mais comment? Donc, Hector ici, donc entre parenthèses, on a montré que Hector ici, il est en train de montrer à Peter Bruno ce qu'il doit dire. Donc, Hector se touche le cœur à plusieurs reprises. Peter Bruno hésite à comprendre, il ne comprend pas. Mais comme il n'a lui-même aucune imagination, il se résigne. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'amour. Donc, elle est morte d'amour. Donc, puisque son camarade, son partenaire touche son cœur, lui, il ne sait pas ce que Hector veut lui dire. Donc, il comprend de cette façon qu'elle est morte d'amour. D'accord? La dame, elle est confuse, bien sûr. Et Peter Bruno, donc, confuse. Il a dit, pardon, et votre ami l'amiral? Là aussi, il ne connaît même pas l'amiral. Alors, l'amiral a, lui, toujours, encore une fois, 3 points de suspension, et il regarde Hector. Donc, entre parenthèses, encore une fois, on a montré ce que Hector était en train de mimer à Peter Bruno, et lui, il ne sait pas, il ne comprend pas, donc, il répond d'une autre manière. Donc, les gestes faits par Hector, Peter Bruno n'arrive pas à les lire, à les comprendre, et il répond d'une manière qui n'est pas claire ou bien qui ne correspond pas au geste de son ami. Et comme ça, on comprend qu'il n'arrive pas à, ou bien qu'il a vraiment des difficultés à répondre à Lady Earth, d'accord? Donc, il commence une phrase, puis il y a le silence, puis il ne sait pas comment la finir, il cherche à la finir, ainsi de suite. Donc, il n'arrive pas à trouver ces mots. Voilà. Ça, c'est pour la question 1. On passe à la question 2. Qui l'aide à répondre? Par quels moyens justifie vos réponses? Donc, on vient de le dire. Qui l'aide à répondre? C'est Hector. Donc, lorsqu'on a répondu à la question 1, on a vu que pas mal de fois, Peter Bruno regarde Hector. Et c'est Hector, avec ses mimiques, avec ses gestes, il essaie de lui montrer la réponse, de lui dire ce qu'il doit répondre. Donc, c'est Hector, son camarade de voleur, qui aide Peter Bruno à répondre. Donc, pour ça, il a fait recours au mime. Donc, il a dit par quel moyen. Donc, il a essayé de mimer ce que Peter Bruno doit dire. Donc, il mime par exemple un accident d'auto dans la ligne 11. D'accord? Sans se faire voir, bien sûr, par la dame. Donc, il essaye de faire ses gestes mimiques sans que la dame le repère. Bien sûr, on l'a vu, donc Peter Bruno ne le comprend pas, d'accord? Donc, il se méprend sur le sens du mime. Donc, il n'arrive pas à comprendre quel est le sens du mime de son camarade, d'accord? Par la suite, Hector fait des gestes qui sont des signes envoyés à Peter Bruno. Il se touche le cœur à plusieurs reprises dans la ligne 15 pour lui montrer la réponse. Là aussi, Hector n'arrive pas à répondre, même donc... Peter Bruno n'arrive pas à comprendre la signification du geste. Donc, encore une fois, après la première question, la première question de la dame et les gestes, le mime fait par Hector, donc il n'arrive pas à comprendre. Dans la ligne 15, la même chose. Lorsqu'il a posé la question sur la duchesse, donc son ami, il a essayé de l'aider, mais toujours à travers le même moyen, ou bien les mêmes moyens, les gestes. Donc, il a employé des gestes il a touché plusieurs fois son cœur. Donc, ça n'arrive pas, ou bien ça ne marche pas. Peter Bruno n'arrive pas à comprendre la signification du geste. Et même avec la troisième et la dernière mimique d'Hector, entre la ligne 19 et 20, Hector a échoué. Donc, Hector a essayé de mimer à Peter Bruno ce qu'il doit dire, mais ce dernier a échoué. Donc, il n'a pas vraiment, pour les 3 situations, bien pour les 3 questions, il n'a pas pu répondre comme ce que Hector espérait. Donc, Hector essaye de faire son mieux, mais son ami ne répond ou bien ne comprend pas
ce qu'il dit et bien sûr il répond différemment. Si on passe à la troisième question, pour que cette scène soit possible, où se place Hector par rapport à Peter Bruno et Lady Urf? D'accord, voilà. Donc on a Bruno, Peter Bruno qui parle à la dame, on a la dame sur scène, mais on a un troisième personnage qui ne parle pas. Mais il est un personnage, tout simplement parce que il joue un rôle dans cette situation, dans cette scène. Donc on nous demande quand même d'imaginer l'emplacement de chaque personnage sur cette scène, d'accord? Et pour que cette scène soit possible, comment peuvent se placer, ou bien où se place Hector par rapport aux deux personnages, d'accord? Alors pour que cette scène soit possible, Hector doit certainement être derrière Lady Urf. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas derrière elle va le voir et automatiquement il va comprendre que Peter Bruno n'est pas vraiment la personne qu'il prétend être. La dame va comprendre qu'il y a un problème parce qu'elle arrive à voir ce que Hector est en train de mimer ou bien les gestes faits par Hector. Donc Hector est derrière Lady Urf ou bien à côté d'elle dans un endroit où elle ne peut pas le voir, bien voir ses gestes, d'accord? Bien sûr, Peter Bruno, il est en face, d'accord? Il est en face de la dame, d'accord? En face de la dame, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler, donc l'un arrive à voir l'autre, mais même s'il est en face de la dame, donc, ou bien à côté, on peut imaginer qu'il est en face et à côté, c'est-à-dire il n'est pas très en face d'elle. Pourquoi? Parce qu'il doit quand même voir Hector, d'accord? Il va parler à la dame, mais en même temps il doit essayer de voir ce que Hector est en train de lui montrer, d'accord? Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit voir les gestes et les mimiques d'Hector sans que la dame ne le voit, sans que la dame ne le saisit, donc ne le comprend pas, donc ou bien ne comprend pas que cette communication elle est fausse, ou bien il est en train de chercher les réponses auprès de son camarade. Donc à mon avis c'est comme ça. Donc on a les deux personnages, la dame et Peter Bruno, qui sont l'un à côté de l'autre, et bien sûr l'un essaye de voir l'autre, donc ils se voient, ils sont en face, et juste derrière la dame et toujours en face de Peter Bruno se trouve Hector. D'accord, c'est comme ça qu'ils peuvent être placés, ces personnages, pour que cette scène soit possible en quelque sorte. Et enfin, les didascalies sont-elles utiles au lecteur? Justifie votre réponse. Est-ce que les didascalies employées par ici qu'on a dans le texte et qui montrent les gestes et les mimiques faits par Hector, est-ce que cela a été utile pour les lecteurs, pour vous autant que lecteur? D'accord, bien sûr, les didascalies sont utiles au lecteur. Pourquoi? Parce que lui il indique le sens des gestes et des mimiques faits par Hector. Donc, voire même, ils ne sont pas seulement utiles, ils sont indispensables. Si on enlève ou bien on supprime ces didascalies, bien sûr, le lecteur, lui, il va pas comprendre. Ou bien, il y aura toujours une partie qui n'est pas claire, qui est perdue dans la scène. Donc, ce sont les didascalies qui permettent au lecteur de se mettre en scène, de comprendre et de voir de quoi il s'agit, d'accord? Donc, ils indiquent le sens des gestes et des mimiques faits par Hector. Pourquoi? Parce que les répliques de Peter Bruno donnent l'interprétation que celui-ci, en fait, donc, ou bien que ce dernier, lorsqu'il parle, il interprète les didascalies d'une manière fausse. Donc, on montre au lecteur ce que Hector fait comme geste, comme mimique,
Bien sûr, il y a juste après les paroles de Peter Brono. Et entre les gestes et le mimique d'Hector et les paroles de Peter Brono, donc le lecteur comprend très bien que Peter Brono n'interprète pas bien, ou bien il mal interprète, ou bien ce qu'il dit ne correspond pas à ce qui est fait par son camarade. Donc, c'est grâce à ces didascalies que le lecteur, ou bien que nous, en tant que lecteurs, on sait très bien que ce que Hector montre et ce que Peter Brono dit ne sont pas vraiment les mêmes. Donc, il y a pas vraiment une concordance, il n'y a pas un lien entre ce qui est fait comme geste et comme mimique par Hector et ce qui est dit comme parole par Peter Brono. Voilà. Donc, j'espère que j'ai quand même essayé de vous simplifier un petit peu le texte. Et croyez-moi, c'est pas vraiment facile de faire un texte de lecture comme de cette manière, parce que généralement la lecture, elle, se fait avec un échange de questions-réponses entre le prof et les élèves. Donc j'ai essayé de faire quand même de mon mieux pour vous aider quand même à comprendre le texte, à voir l'objectif du texte. C'est tout simplement vous montrer que les gestes et les mimiques qui sont mentionnés dans les didascalies dans un texte de théâtre montrent clairement ou bien aident à comprendre mieux l'histoire et à savoir ce qui n'est pas dit par le personnage, parce que le personnage dans le théâtre il joue un rôle, et ce rôle, dans ce rôle il y a ce qui est dit par le personnage, il y a aussi ce qui est fait par le personnage, ce qui est fait comme geste, ce qui est fait comme mimique, ainsi de suite, d'accord? Donc j'espère que j'ai quand même réussi à vous transmettre ce message. Je l'espère vraiment très très du fond du cœur. J'espère aussi que vous avez saisi quelque chose. Donc tout simplement, vous n'allez rien écrire à propos de ce texte. Ce texte était tout simplement pour vous montrer ce lien entre le verbal et le non-verbal, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit au théâtre, et le rôle de ce langage qui est les gestes et les mimiques qui se font des fois dans les textes de théâtre et qui permettent quand même de mieux comprendre l'histoire. Alors, je vous laisse et je vais pour le texte avant qui était sur la page de 72. Il y avait encore des questions que je vous ai demandé je vous ai demandé à répondre à quelques questions. Donc vous aurez un PDF sous forme de réponse à ces questions, et vous aurez une petite vidéo dans laquelle on vous explique c'est quoi un alexandrin. Et pourquoi? Parce que dans le texte précédent, même s'il était un texte de théâtre, donc il était sous forme de vers. Et la majorité de ces vers, c'était des alexandrins. Et vous allez, avec la correction, avec la vidéo que je vais vous envoyer, vous allez comprendre en quelque sorte de quoi il s'agit. Sinon, si vous avez encore une hésitation, donc bien sûr, on va les revoir, parce que c'est pas quand même facile d'expliquer ce découpage syllabique des vers à travers une vidéo. C'est un peu, ça demande quand même beaucoup de travail, et moi je préfère le faire avec vous en face. Donc une fois on serait en classe, si la vidéo que je vais vous envoyer ne va pas vraiment vous aider à comprendre, on peut revoir ça ensemble sans problème. Alors d'ici là, je vous souhaite bonne chance pour ce que vous êtes en train de faire. Je sais que c'est pas facile de le faire. J'espère que vous n'avez pas abandonné vos études. J'espère que vous êtes toujours sérieux. C'est ce que j'espère du fond du cœur. Et en attendant vous revoir, je vous souhaite bon Ramadan, puisque Ramadan s'approche. D'ici quelques jours, le mois sacré serait là. C'est triste de le passer sans vous voir, mais la situation nous pousse à le faire. J'espère qu'on va se revoir juste après ce confinement. J'espère vous voir en bonne santé, et à la prochaine.